Avant-propos. J'ai toujours préféré les appartements aux maisons. La reproduction de ces intérieurs suspendus, tous ces univers empilés, facilite, par leur proximité immédiate, la comparaison des différences, des disparates du monde et du chacun chez soi. Et j'ai toujours considéré Paris comme un vaste appartement, avec ses salons en enfilade, ses antichambres, sa bibliothèque et ses longs couloirs qui mènent à des pièces dédaignées. Walter Benjamin disait que Paris est la grande salle de lecture d'une bibliothèque que traverse la Seine. L'idée est séduisante, mais si c'était vraiment le cas, cela réduirait considérablement le nombre de pièces. Tout habitant d'appartement, amené à se rendre chez un voisin de palier ou d'un autre étage, ne peut échapper à l'apposition du calque. La porte franchie, il tentera toujours, consciemment ou non, et d'un coup d'œil discret s'il n'y est pas invité, de considérer cet espace étranger, mais semblable au sien, afin de le comparer à son chez lui. C'est la position du calque. Indépendamment des dégâts des eaux, cette observation-juxtaposition peut alimenter la vie sociale de la copropriété. Et vivre en bon voisinage avec Paris offre un exercice similaire, à une nuance près. Cette ville est incomparable. Apposer son calque sur une autre ville n'aurait qu'un intérêt limité, si cela en avait un, et encore faudrait-il qu'il soit possible, ce qui n'est pas le cas. L'observation-juxtaposition est en revanche infinie lorsqu'on appose au Paris actuel le Paris passé. On trouve alors dans son propre appartement des portes dérobées. On en ouvre d'autres que l'on croyait condamnées et l'on découvre de nouveaux couloirs, de nouvelles chambres et de nouveaux salons qui regorgent de vies et d'histoires, de souvenirs et de vestiges. Il ne reste qu'à se baisser, à fouiller et tenter de brosser, fort de ses trouvailles, le portrait d'une ville en creux, avec un double fond. Selon Émile de la Bédelière, qui veut écrire une histoire générale de Paris se trouve en face d'un obstacle difficile à vaincre. Il risque à chaque instant d'empiéter sur l'histoire générale de France. Les destinées de la nation se sont si souvent débattues dans la capitale que le récit des événements politiques se trouve enchevêtré avec le compte-rendu du développement moral et matériel de Paris. Que doit faire l'écrivain? Il doit déblayer le terrain. Il faut qu'il songe qu'il s'adresse à des lecteurs intelligents, que l'histoire de France ne leur est pas étrangère, qu'il peut dès lors sous-entendre ce qui est trop connu, soigner davantage les détails et marcher d'un pas plus ferme dans la voie spéciale qu'il s'est tracée. Précaution du temps, avertissement. Certains des auteurs cités ont pu avoir, outre leurs mots singuliers et superbes sur Paris, des engagements idéologiques et politiques hors de propos dans cet ouvrage. Je m'en remets à l'entendement du lecteur. Introduction. On rapporte que les gardes du château de Versailles eurent du mal à fermer certaines grilles le 6 octobre 1789, quand le peuple de Paris vint chercher la famille royale pour la traîner aux Tuileries. Nombre d'entre elles n'avaient jamais tourné sur leurs gonds depuis leur installation sous le règne de Louis XIV. Elles n'étaient pas faites pour ça. La protection même du palais était une somptuosité de parade. Une belle offerte. Voilà comment la couronne de France s'est toujours présentée, voilà comment un certain esprit français, non sans charme ni grandeur, s'est toujours perpétué. Pauvre nation française, écrit Horace de Vielcastel dans ses mémoires, vaniteuse putain qui roule d'amour en amour, toujours désireuse de se farder pour le dernier venu.